Justement, tu nous en as touché légèrement un mot, mais est-ce qu'il y a des qualités différentes et à quoi est-ce qu'on doit porter attention quand on achète son café? Justement, en fait, le plus important dans le café, souvent, ça dépend en fait de ce qu'on cherche, mais souvent, c'est les arômes, le Mhm. goût, les arômes, le raffinement. Et donc ça, on l'obtient avec l'arabica. L'arabica est celle qui, comme j'ai dit déjà au début de cette intervention, qui contient le plus de terpènes et donc le plus d'arômes, beaucoup plus que la robusta qui, elle, a un goût qui est plutôt amer, de mauvaise qualité et qui contient plus de stimulants, donc plus d'alcaloïdes et plus de polyphénol aussi. Donc, le meilleur ratio en fait en termes de café, donc si on cherche que les arômes, le mieux c'est de prendre que de l'arabica. Et le meilleur ratio, c'est de 10% pour Robusta et 90% pour l'arabica. Comme ça, on a un maximum d'arômes et de raffinement du café. Et puis, une certaine quantité aussi de caféine, de polyphénol, etc., ce qui va donner un léger effet stimulant aussi, donc qui est bien recherché aussi dans le cas du café. Il n'y a pas que ces critères-là, en fait, il y a plein d'autres critères. Il y a par exemple le bio, c'est tout à fait normal. Mhm. Donc, moins de pesticides, c'est beaucoup mieux. S'il n'y en a pas du tout, c'est encore mieux, bien que Mhm. c'est difficile ces jours-ci d'avoir donc du zéro pesticide. Il y a aussi également la torréfaction, le procédé de torréfaction. Donc, il y a des procédés de torréfaction traditionnels qui sont en fait des procédés classiques utilisés par les petits producteurs de café, qui consistent en fait à chauffer pendant 20 minutes à une température, une basse température qui serait autour de 180 degrés Celsius, Mhm. alors que aujourd'hui, on a des industriels du café, des gros industriels de café. Je ne dis pas que tous les industriels pratiquent cette méthode-là, mais quand même, on a une bonne partie qui pratiquent ce qu'on appelle la méthode flash. Donc, la méthode de torréfaction qu'on appelle la méthode flash, où là, on chauffe le café pendant quelques dizaines de secondes à une température très élevée de 900 degrés Celsius. Donc 900 degrés Celsius pendant en moyenne 90 secondes. Et donc ça fait perdre au café ses arômes en fait. Ça détruit une bonne partie des arômes du café. Les alcaloïdes et les polyphénols restent. Les polyphénols sont partiellement détruits, les alcaloïdes restent parce qu'ils résistent en fait à la chaleur. Et donc, on obtient du café de mauvaise qualité en général, du café parfois trop brûlé, parfois trop acide, parfois trop amer, parfois sans goût. Euh, donc, les cafés en général, ou les connaisseurs du café savent très bien distinguer en termes de goût euh, toutes ces problématiques-là que je viens d'expliquer. Donc, et puis, il y a plein d'autres critères aussi, mais je pense que ce sont les plus importants là. D'accord. Alors, on a quelques questions et je vais commencer par la question de Marianne qui nous demande, dans la balance bénéfice-risque, pour les personnes en stress pathologique, est-ce que le bénéfice de la caféine prend le dessus sur le côté, sur les effets excitants de la caféine qui, elles, sont délétères pour le stress? Absolument pas. Donc, moi, je recommande qu'on prend pas du tout de caféine ou de café Mhm. pour des personnes qui ont un stress important ou des maladies en rapport avec le stress. Maladies, comme j'ai dit, maladies cardiaques, hypertension, etc. Donc, il faut éviter complètement le café ou la caféine. Alors, une question de Hélène qui nous demande est-ce qu'une mauvaise réaction au café, style palpitation, nausée, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut faire un lien éventuel avec une mauvaise détox du foie? Pas forcément. Une mauvaise Mhm. détox du foie, parce que le foie, c'est pas uniquement le CYP 1 à 2.
Peut-être, oui, on peut dire que le CYP1A2 est ralenti, peut-être qu'aussi le gène qui code pour cette isoenzyme est aussi muté, inhibé. Et à ce moment-là, oui. Mais par contre, peut-être aussi que la quantité prise est trop importante. Maintenant, quand c'est une demi-tasse de café et que ça donne quand même cette réaction-là, ça veut dire que oui, il y a un problème au niveau de la détoxification, au niveau de cette isoenzyme uniquement. Ça ne veut pas dire que les autres isoenzymes sont problématiques. Sarah qui nous demande quelle différence entre le café vert et le café torréfié. Le café vert, N'est pas torréfié. C'est un café qui n'est pas torréfié. Et quand on le torréfie, on obtient du café torréfié. Voilà. Aussi simple que ça. Oui. Gania qui nous demande chez les migraineux, est-ce que le café est recommandé ou déconseillé? Il est plutôt déconseillé. Comme j'ai déjà expliqué, ça peut donner des céphalées sur le moyen et long terme. Alors, il est vrai qu'il y a un soulagement lorsqu'on prend. Alors, tout dépend aussi de pourquoi cette personne a des migraines. Si c'est globalement à cause d'une vasodilatation intracrânienne, le café pourrait aider, mais très ponctuellement, parce que, comme je disais, plus on en prend, plus on se sent mieux par rapport aux migraines, et plus le processus d'accoutumance se met en place. Et donc, ça soulage au début, mais plus tard, ça pourrait faire revenir ces migraines, voire les accentuer. Alors, Catherine qui nous demande que boire alors pour remplacer du café dont je suis devenue dépendante? Eh bien, moi, je vous conseille le vin rouge, bien que je ne sois pas sûr dès le matin que ce soit l'idéal. Mais ça pourrait être aussi, oui, ça pourrait être aussi du thé vert aussi, oui. du thé vert qui ne contient pas trop de caféine. On a de très bons thés en France ou en Belgique. En Belgique, je ne sais pas, mais en France, on a quand même de très bons thés qui ne sont pas très caféinés. Donc, le thé vert est excellent. Et d'ailleurs, le rapport entre la quantité de caféine et de polyphénol qu'on trouve dans le thé vert est beaucoup plus intéressant que par rapport à ce qu'on trouve dans le café. Et également, le thé vert contient, comme j'ai dit, contient moins de caféine en général, mis à part certains types, mais ça contient aussi de la L-théanine. Ça contient aussi beaucoup de L-théanine, ce qui équilibre. En fait, la L-théanine, c'est un peu précurseur du GABA. On en avait parlé quand on a fait la conférence sur le GABA. Et donc, ça équilibre un peu les effets de la caféine sur les catécholamines. Donc, le thé vert est une excellente alternative. Même en cas d'hypertension? Même en cas d'hypertension, oui, tout à fait. Je pose la question parce que la question a été posée. Dans le cas où, je répète encore une fois, dans le cas où le thé ne contient pas trop de caféine. Comment on sait qu'il contient trop de caféine? C'est simple. Quand vous prenez le thé, vous avez les mêmes effets que comme si vous avez pris du café. Et donc là, ce type de thé contient trop de caféine et moins de L-théanine, donc il est mauvais. C'est comme si vous avez pris du café. Donc il faudrait choisir un thé qui ne stimule pas trop et qui ne vous empêche pas de dormir la nuit. Alors, Adam qui me met quatre mots et j'en déduis une question. Y a-t-il un lien entre le café et les hémorroïdes? Oui, ça peut avoir un lien. Pas un lien direct, mais apparemment, si on consomme trop de café, ça pourrait dégrader la muqueuse du côlon et la muqueuse intestinale aussi, ce qui peut augmenter le risque d'hémorroïdes ou ce qui peut aggraver la situation, oui, tout à fait. Alors, dernière question de Christiane. Effet préventif de la caféine sur le cancer cutané. Est-ce qu'il y a un lien entre cancer cutané vous savez, quand on cherche sur les études, on trouve tout.
On peut trouver, je peux vous sortir quelques études là sur cette thématique, mais ça ne veut pas dire forcément que ça diminue réellement le risque de cancer cutané ou n'importe quel autre cancer. Et puis, vous trouverez aussi d'autres études dans l'autre sens. C'est des études qui montrent des différences significatives, statistiques, etc. Mais ce n'est pas maintenant des études avec une bonne méthodologie sur laquelle on peut se baser pour se dire, OK, ça augmente ou ça diminue le risque de tel ou tel cancer. Alors, oui, effectivement, moi, je reviens sur une précision de Mireille qui nous dit que pour remplacer justement le café, ce qui est pas mal, c'est le Chi-café. Moi, je suis un grand consommateur de Oui, ça. aussi, oui. C'est quelque chose qui est pas mal. Donc, voilà. Quoi d'autre? Oui, juste une dernière question avant de quitter, et ça va aller très vite à mon avis pour toi pour y répondre. Est-ce qu'on peut donner du café à des enfants entre 2 et 6 ans? Et si oui, quelles sont les doses maximales? Absolument pas. Voilà, j'avais dit que ça allait aller vite. Eh bien, merci à tous et à toutes de nous suivre. Amine, merci d'être présent chaque lundi et pour le bon moment que tout le monde passe avec toi, mais que j'ai l'occasion de passer avec toi également. À très bientôt. Au revoir à tous. À lundi. Passez une très belle semaine, une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et sortez, bougez, riez, respirez. À bientôt. Merci beaucoup, Cédric, et à très bientôt, la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.